Bonjour à toutes et à tous, j'espère que mon bonjour vous trouve en parfaite santé physique et mentale. Et même si quelque chose ne va pas, même si l'horizon semble assez sombre, n'oubliez pas que Sénèque disait ceci: c'est quand on n'a plus d'espoir qu'il ne faut désespérer de rien. Et bien, gardez cette phrase avec vous tout au long du week-end. Vous faites bien de choisir Débit Show pour vous détendre cet après-midi et pour nous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bonjour Euphrasie. Bonjour Vanessa, bonjour à nos spectateurs et spectatrices, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés pour ces 1 heure qu'on va partir ensemble. Trop calme à mon goût aujourd'hui, mais j'espère que ça va changer au cours de l'émission. Méfie-toi de l'eau qui dort. D'accord. Merci à Brie Delors pour notre mise en beauté du jour. J'espère que vous êtes bien assis, attachez vos ceintures, on commence tout de suite. Elle est connue pour ses nombreux combats qu'elle mène. On la connaît également comme auteure, journaliste. Et quand on dit non, c'est non, tout de suite, il y a son visage qui nous apparaît en mémoire. Elle, c'est Marthe Farré et elle est notre invitée du jour. Bonjour Marthe. Bonjour Vanessa. Bienvenue sur le plateau de Débit Show. C'est avec plaisir que je suis là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je crois que tu as déjà regardé ne serait-ce qu'un numéro de Débit Show. La partie que tout le monde redoute. Tu la redoutes aussi? Oui, surtout qu'en regardant discrètement l'écran, j'ai vu des photos, j'ai vu des choses. Actuellement, je flippe à fond. Non, non. Sérieux, je flippe, je vous promets, parce que je vois des photos. J'ai pas envie de vous avoir des questions liées à ces photos-là, je flippe. Non, t'inquiète si ce n'est que ça. Tu vois qu'elle va en rajouter. Tu vois qu'elle va en rajouter. En tout cas, je l'ai prévenu, je vais fuir le plateau et ce sera... ce sera une première dans Débit Show. Ce sera peut-être un petit piquant pour l'émission. On verra bien ce que ça va donner, en tout cas avec Euphrasie. Avec moi, ça va encore. J'ai aussi. Méfiez-vous de l'eau qui dort, je vous dis. Alors, on va commencer avec la toute première rubrique de cette émission qui s'appelle la bio en questionnaire. Tous ceux qui nous regardent ont bien envie de mieux te connaître. On va tout simplement te poser quelques questions assez simples. Pas des questions qui font peur pour le moment. Donc, tu répondras et ça leur permettra donc de te connaître un tout petit peu. Okay. Alors, la première chose que j'aimerais savoir, c'est quoi? Quand on pose la question aujourd'hui à Marthe de savoir qui elle est, et on te dit, tu as 2-3 minutes pour nous dire qui tu es. Quelles sont les premières choses qui te viennent en tête? Aujourd'hui, Marthe est une activiste. C'est ce que je porte, c'est ce que je mets beaucoup plus en avant. Une activiste des droits de l'homme sur les questions de violences sexuelles et sexistes, sur des questions d'équité genre. Mais après, quand on écarte l'activiste, on a l'écrivaine, on a également la mère de famille, on a l'ancienne journaliste, je vais dire, mais on a surtout la chargée de communication. Maintenant, après, on a tout ce dans quoi on veut bien mettre Marthe. Sinon, pour me résumer, Marthe, c'est une journaliste, écrivaine, activiste des droits de l'homme, chargée de communication. Et puis, bon, on garde le reste parce que c'est tellement long que je crois que même au bout de 3 minutes, on n'aura pas fini. D'accord. Tu as dit ancienne journaliste. Oui. Ça ne te tente plus le métier ou pourquoi tu dis ancienne journaliste? Bon, formée journaliste, je reste journaliste à la base, même si mes pièces officielles d'identité, c'est journaliste. Mais bon, ce métier n'est plus pour moi. Je l'ai quitté il y a en 2009. J'ai quitté la présentation télé en 2009. Après, j'ai fait des études de journalisme justement après la présentation télé. Et quand j'ai fini les études de journalisme, je n'étais plus à ma place. J'avais envie d'autre chose. Et j'ai compris que j'étais beaucoup plus faite pour la communication. Je parle beaucoup des formations naturelles. Pipelette, mode activé. Aujourd'hui, c'est une émission de pipelette. Voilà, donc je parle beaucoup. Mais j'avais fait le tour du journalisme puisque j'avais fait la présentation télé, ce qui me passionnait à l'époque dans la télé.
Après, j'ai fait le journalisme écrit. J'avais fait le journalisme radio aussi. En fait, si tu veux, ma carrière de journalisme s'est faite avant mon diplôme de journaliste. Ok. Et donc, quand j'ai fini mon diplôme de journaliste, je me suis dit, bon, check, j'ai coché la case. Et on passe à autre chose. D'accord. Bon, j'aimerais savoir si, est-ce qu'on pourra retrouver Marthe en politique un matin ou nommée ministre d'Action sociale ou bien, je ne sais pas, diplomate? Non, mais je ne sais pas. Diplomate, il y a 90% de chances que ça ne se passe pas parce que je suis une grosse pipelette. Et apparemment, pour être diplomate, il ne faut pas être pipelette du tout. Discrète surtout. Ah non, vas-y, il faut de la discrétion, ce que je n'ai pas. Pour la personnalité très exubérante que j'ai, je ne pense pas que je sois diplomate, à moins que pour me faire diplomate, on a cousu au sens propre la moitié de ma bouche. Non, mais qui sait, une nuit, tu te réveilles et ce côté de toi sera totalement désactivé. Et puis bon. Ça, je crois que je devais être au pied de ma tombe pour arrêter de parler et arrêter surtout d'être spontanée. Carrément. Ministre, j'en sais rien, c'est pas moi qui décide. C'est assez complexe. Si la nomination vient, est-ce que tu accepterais de travailler dans notre gouvernement actuel? L'actuel gouvernement, oui, parce que c'est un gouvernement de réformiste. J'adore la composition du gouvernement actuel, mais je voudrais bien travailler sur des questions spécifiques comme la communication ou comme l'action sociale ou les droits de la femme, etc. Mais bon, on n'en est pas encore là. Oui, hein, surtout, je n'ai pas dit qu'elle va faire coup d'État à qui que ce soit. Voilà. Franchement. Personne n'a dit ça. Personne n'a dit. On n'en est pas encore là. En politique, il y a de fortes chances. D'accord. Il y a de très, très, très fortes chances. J'avais pris le temps, je voulais finir ma famille pour pouvoir me concentrer sur ça. Je crois que carriériste, on dirait. Très carriériste, oui. Je viens de finir mon master en communication politique et des institutions publiques. Je crois que je mets les pierres l'une après l'autre pour ne pas faire de la politique existante qui se fait tous les jours, mais pour faire de la bonne politique. Et même, je pense que je fais déjà la politique pour les droits de la femme, l'action sociale. C'est déjà de la politique. Il y a plusieurs manières de faire la politique. Exactement. Mais en politique, il y a de très très fortes chances. Et donc ne soyez pas surpris quand vous la verrez un jour ministre ou directrice de tel cabinet. Voilà, on a pris bonne note et on l'attend. Alors, tu es très engagée pour la cause des femmes. On aimerait savoir si c'est un vécu personnel qui t'a amené vers là ou si tout simplement tu as juste décidé comme ça de prendre le parti des personnes entre griffes vulnérables. Voilà. Naturellement, je déteste les injustices. Depuis toujours, j'ai toujours détesté les injustices. En fait, je suis la Che Guevara de ma famille. Oh. Parce que à chaque fois que j'étais là et puis je voyais quelque chose aller de travers, même si c'est pas, ça ne me touchait pas, je disais, oh, vous là, vous êtes en train de tricher cette personne. Et j'étais toujours dans ma famille, celle qui éveillait la conscience des gens qu'on était en train d'atteindre à leurs droits ou à leurs devoirs. Et donc je crois que c'est naturellement resté ce penchant à toujours jouer à la justicière, enfin, justicière sans cap, quoi. C'est resté que j'ai grandi avec, j'ai fait avec, je crois que c'est ça. Maintenant, après, sur les violences sexuelles et sexistes, il y a eu des éléments déclencheurs. Il y a eu des éléments déclencheurs. Pour ceux qui me suivent, j'ai déjà raconté mon histoire une fois. Je ne vais pas me mettre à le faire maintenant, oui, mais il y a des éléments déclencheurs. Il y a eu autour de moi et sur moi des choses qui, à un moment donné, quand je suis devenue mère, j'ai commencé par regarder ma fille. Je dis non, je ne vais pas laisser, ne serait-ce que ça arrive, ne serait-ce que de manière basique à ma fille. Et ce n'est pas fini. Quand j'ai écouté plein de jeunes femmes de ma génération, on se parle et tu entends, ah ça, j'ai subi tel attouchement sexuel d'un oncle quand j'étais enfant, ça c'était l'attouchement sexuel de telle personne quand j'étais enfant. Tellement que, à un moment donné, j'ai eu l'impression que dans ma génération, toutes les jeunes femmes, justement, avaient suivi des attouchements sexuels ou des agressions sexuelles. Je me suis dit, mais donc il était temps d'en parler. Même s'il y a eu un élément déclencheur très fort qui a été une jeune femme dont la nudité a circulé sur les réseaux sociaux, ça reste en même temps proche de moi, mais loin de moi aussi. Mais je crois que je me bats parce que je veux
que ma fille un jour ne vive pas ce que j'ai vécu, ce que des gens autour de moi ont vécu. Et mon garçon aussi, parce que les abus, c'est autant sur les hommes que sur les femmes. Oui, bien sûr. Bien sûr. Frazy, une question? J'aimerais savoir si le fait d'être activiste tout le temps, au front, défendre ces personnes vulnérables, est-ce qu'à un moment donné, tu ne connais pas, comment dire, une fatigue, comment dire, une sensation d'en avoir marre, de tout laisser tomber parce qu'il y a beaucoup de difficultés, surtout quand on est en face de certaines personnes qui devraient faire bouger les lignes, mais qui ne le font pas juste comme ça, ou pour certaines raisons qui ne tiennent pas la route, ou quand tu es par exemple face à des femmes qui, sous contrainte, ne veulent pas te laisser les aider. Tu n'en as pas marre à un moment donné? Il arrive des moments où je suis fatiguée, où je refuse pas de répondre à mon téléphone, mais je refuse d'accompagner certaines femmes. La plupart du temps, 90% de ceux qu'on reçoit, c'est des femmes. Je refuse de les accompagner. Pourquoi? Parce que émotionnellement, je suis atteinte. Tu écoutes tes femmes, tu écoutes. Et à un moment donné, tu ne te rends pas compte que toi-même, émotionnellement, tu es atteint à force d'absorber les problèmes des autres. Tu te crois forte, suffisamment en forme pour pouvoir les surmonter. Mais il arrive des moments où je dis stop. Non, là, stop. Je ne peux pas aider. Que je reçois les cas, je les transfère directement au GF2D ou à d'autres personnes. Je refuse de m'engager émotionnellement. Mais ça ne dure pas trop longtemps parce que parfois même tu transfères d'autres femmes vers des organisations, ils disent non, je ne veux que travailler avec vous. C'est de vous on m'a parlé, c'est vous j'écoute souvent et c'est vous qui êtes mon référent. Ou c'est avec vous ou ce sera personne. Oui, et tu te dis bon ok, c'est juste que parfois je me demande j'ai combien de vies parce que entre mon boulot, entre mon écrit, entre ma famille et tout ça, je me demande à quel moment j'arrive à faire ça. Mais je dis aussi que c'est une grâce. Quand les gens te regardent, te font confiance et te disent dans ma douleur, je peux parler à cette femme, je me dis que c'est une grâce. Mais non, je suis tout le temps agacée de me retrouver dans des situations. Tu arrives et on sait que ce qui est en train de se passer, ce n'est pas normal, mais structurellement ou dans l'administration, on te bloque des portes parce que on sait où. Parce que tu es une femme, par exemple. Oui, peut-être parce que tu es femme, parce que... Et c'est Marthe Faré, on ne veut pas de problème. Parce que les gens me connaissent aujourd'hui, que je règle mes problèmes sur les réseaux sociaux. Dès que quelque chose me fait chier, des gros mots pas pour les enfants. Dès que quelque chose me contrarie, je prends mon texte, j'explique. La plupart du temps... Elle tague les intéressés. Exactement. C'est son tribunal. Tague les intéressés et on règle nos problèmes. La plupart du temps, dès que tu fais ça, on t'appelle. Non, oh, ce truc-là, tu aurais dû venir me voir. Je dis non, je ne viens pas vous voir parce qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus jeter l'eau et le bébé du bain. Je ne vais pas vous courir après. Parfois, c'est le b.a.-ba, c'est la base. Mais il y a parfois même où je subis des attaques, je ne réponds pas. Il fut 1 mois, 2 mois et demi là. Taguez-moi Marthe Faré, c'était tous les jours. Taguez-moi Marthe Faré, c'était tous les jours. Il y avait un groupe de personnes qui se déportaient, qui étaient liées à Taguez-moi Marthe Faré, qui se déportaient sur mon mur Facebook, qui m'insultaient du matin au soir. Mais bon, on triaque quoi. C'est-à-dire, avant de rentrer dedans, c'est quoi. Donc, allons-y. Mais comment tu fais pour gérer ces périodes où la charge émotionnelle est assez... à son comble. À son comble et que tu n'en peux plus. Il faut parler aussi. Autant les gens ont besoin de nous parler, autant nous aussi nous avons besoin de parler avec des gens. La plupart du temps, c'est un ami, c'est un psychologue, oui. Je vois souvent des psychologues parce que j'ai besoin d'évacuer cette charge émotionnelle que je reçois des autres. Parce que il fut un moment, il y a récemment, au bout de 6 mois, là, j'étais complètement taciturne. Je n'avais pas compris. Avant, j'ai toujours évacué, mais je n'avais pas compris que je n'avais pas évacué beaucoup de choses. Quand tu arrives, une femme que son mari frappe depuis 18 ans. Waouh. Oh, ok. Qui la frappe, qui l'enferme dans la chambre, et tu lui dis, il faut que tu portes plainte. Elle dit non, et Vignobi tombe à tes prison. C'est-à-dire, tu la regardes droit dans les yeux et tu te dis,
merde quoi. Tu as envie de l'abandonner à son sort et de partir. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans une situation pareille? En fait, moi j'ai envie de dire, Eupphrasie, en même temps que on a choisi le thème du jour, on va dire, voilà, on a sculpté le thème du jour à l'image de notre invité et justement, il touche déjà un tout petit peu. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est ces choses à normaliser et le sous-thème du jour, c'est dénoncer les abus. Justement, tu viens de le dire, il y a des gens qui subissent des abus depuis vraiment très longtemps, mais qui n'arrivent pas à parler. Qu'est-ce qui déjà cause ça? Pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à parler, même si elles ont, on va dire, du soutien, c'est-à-dire toi, par exemple, qui rassure la personne, qui lui dit « je vais t'aider à faire ceci, à faire cela, il faut que tu portes plainte » et la personne dit non. À quoi est-ce que c'est dû? C'est le poids de l'éducation, tout simplement. Nous avons reçu une éducation où quand ton mari part, tu te tais. Même si on ne te l'inculque pas comme ça, c'est quand ton mari part, est-ce que vous voyez? Oui. C'est des alibis, ce qu'on appelle des alibis culturels. Des nations. C'est des alibis culturels, c'est le poids de l'éducation. On nous a éduqués comme ça. Même, on a pris la religion pour nous éduquer comme ça, on a pris la vie en société pour nous éduquer comme ça, on a pris la culture pour nous éduquer comme ça. Quand il y a deux petits-enfants, garçons et filles, qui sont en train de jouer, et c'est adressé à la fille. Oui. Et tout le monde normalise en fait, c'est exactement ça. Tout le monde normalise ça. Une personne qui est le cas de la dame dont je parle, c'est assez violent parce que cette dame, depuis 18 ans, l'homme la bat avant qu'elle ne se marie. En fait, limite, quand tu l'as écouté, c'est que l'homme l'a légalisé à force de la taper. Et sa capacité à encaisser. Pardon? Ah, ok. C'est ce que tu as entendu. Oui, mais... Oui, mais capacité à encaisser, c'est un critère de choix d'épouse maintenant. C'est le critère que je peux battre et qui ne dira rien. Qui ne dira rien et qui peut encaisser. Et quand cette dame-là sort, elle va chez son pasteur qui lui dit « Ah, affilez peu mon fort ». Et que tous les couples sont comme ça, tu ne vas pas quitter le voleur pour aller jeter le sorcier, et qu'il faut prier sur lui parce que ça va changer, il faut jeûner. Est-ce que tu es sûr que ce n'est pas ta faute? Est-ce que tu es sûr que tu ne l'as pas énervé par hasard? Il faut que tu te fasses sexy, tu te laisses trop aller. Est-ce que tu pries souvent? C'est-à-dire, à force d'entendre ça, nous avons normalisé justement la violence, surtout au sein du couple et en famille. C'est exactement des choses comme ça qui se déroule à tel point qu'aujourd'hui, les femmes, surtout les femmes victimes de violences conjugales, laissons la violence sociétale, parlons de violence conjugale, les femmes victimes de violences conjugales normalisent ça. La dame dont je te parle, elle est allée voir son parrain de mariage qui est pasteur, qui lui a écrit « Donc tu es d'accord que ton mari aille en prison ?» alors qu'il n'est clavicule née. Ah, wow. Comment vous voulez, justement, et c'est ça. Et quand tu parles, moi, ce que j'explique aux femmes, on n'a pas la même force de caractère. Oui, ça c'est sûr. L'homme qui va me taper en tant que mari n'est pas encore né. Non, en fait, moi, j'ai une question, en fait. En fait, je ne sais pas si c'est une question, mais quelque chose qui m'intrigue. Tu es dans une situation depuis 18 ans. Tu es consciente que ça ne te fait pas du bien. Voilà, c'est pas tu te confies à quelqu'un. En train de perdre tes membres. Tu demandes de l'aide. On te dit quoi faire, mais tu dis que tu ne peux pas. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Elle n'a pas demandé de l'aide. Une de ses amies a obligé à avoir recours. Ah, d'accord. Ah. Et moi... Donc, elle préfère mourir dedans? Oui. Est-ce qu'elle est consciente qu'elle peut en mourir? Déjà, quand elle a la clavicule brisée. C'est assez complexe, en fait. C'est des cycles de violence. Comment ça commence? L'homme te tape et il te demande pardon derrière. En fait, c'est de la manipulation émotionnelle. L'homme, il te bat proprement et après, il envoie un message. Aujourd'hui, avec WhatsApp, avant, il allait t'appeler, maintenant avec WhatsApp. Chérie, je suis désolée, mais c'est toi qui m'as poussé à bout. Tu vois ce que tu m'amènes à faire. Voilà, tu vois ce que tu m'amènes à faire. C'est toi qui m'as poussé à bout, je ne le referai plus. Et la personne prend ces phrases-là pour des excuses. Non, ce ne sont pas des excuses. C'est de la justification de la violence et de la manipulation. La personne prend ses excuses et chaque fois ça revient, et chaque fois ça revient. Quand
il y a des enfants. Au début, on ne tape plus à cause des enfants, parce que les enfants servent de bouclier. Mais à un moment donné, on tape. Moi, je connais quelqu'un, il a pris un pilon, il a cassé le pied de sa femme. Parce qu'il voulait taper la femme a mis les enfants en bouclier et il a cassé le pied de sa femme avec un pilon. Les enfants et la femme se sont cachés dans une chambre et il a cassé la porte et il a cassé le pied de sa femme avec un pilon. Okay. Et quand j'ai posé la question à la dame, elle m'a dit qu'elle a fait un accident de moto. Et quand elle me disait qu'elle faisait un accident de moto, ses enfants qui avaient 13, 14, 15 ans me disaient « Tata, elle ment. C'est papa qui lui a cassé le pied avec un pilon. » Et quand je suis allée demander au monsieur « Pourquoi tu as cassé le pied de ta femme ?» Il dit non, que je lui ai dit de ne pas utiliser les enfants comme un bouclier quand nous sommes en train de nous disputer. Donc c'est pour ça qu'il faut casser. En fait, moi, je me pose une question. Comment est-ce que vous arrivez finalement à convaincre ce genre de personnes à, on va dire, sortir de ce cercle vicieux et à décider, mais vraiment de parler et de partir? Il faut faire prendre conscience à la personne. D'abord, tu ne viens pas dans le principe de lui dire qu'il faut partir. Tu ne viens pas dans le principe de lui dire il faut partir. Il faudra travailler avec les psychologues. Parce que quand tu dis justement et que tu dis il faut partir, elle va te dire non, c'est mon foyer. Oui. C'est parce que je vais aller où? Je vais aller où? Elle s'identifie à ça, elle n'a connu que ça. Du coup, c'est que tu commences par lui ouvrir les yeux, tu commences par lui décrypter le message de je suis désolée, tu as vu comment tu m'as fait faire, je ne vais plus jamais le faire. Tu lui décryptes le message, tu lui expliques le message, tu l'emmènes à voir le vrai visage du monsieur. Par exemple, dans ce cas particulièrement, quand elle a finalement accepté d'aller porter plainte, quand elle est allée à la gendarmerie, la veille quand elle a quitté la maison, le monsieur lui avait envoyé de l'argent par Timoni, va te soigner, je suis désolée et tout et tout. Le lendemain, quand elle a appelé le monsieur au commissariat pour la plainte, le monsieur lui dit après, renvoie-moi mon argent, je veux que tu me le renvoies parce que, comment il a dit, j'aurais besoin de ça pour payer ma caution si je dois être gardée au tribunal. De la manipulation. Ça lui a ouvert les yeux. Et c'est pas fini. Quand ils sont allés devant le juge pour la famille et que le monsieur a commencé par faire des trucs, la dame a découvert son mari après 18 ans de mariage. C'est ça en fait. Parfois c'est juste qu'un voile tombe. Vous commencez par lui parler. Vous n'allez pas surtout dire à cette dame de quitter son mari, sinon vous deviendrez ses ennemis. Oui, c'est sûr. On ne va pas comme ça. Sûr. On l'a fait parler avec des psychologues, on l'a fait parler avec nous qui sommes avertis parce que nous savons comment leur parler. Nous savons comment leur expliquer des choses, comment les emmener petit à petit à comprendre que telle situation n'est pas normale, telle autre situation n'est pas normale, telle situation n'est pas normale. Et petit à petit, tu vois, la personne se réveille, elle prend conscience petit à petit. Ce n'est pas évident tout de suite pour des violences de longue durée. Pour des violences de courte durée, ça va, mais pour des violences de longue durée, ce n'est pas du tout évident. Oui, par exemple, la dame qui a passé 18 ans. 18 ans, c'est pas 1 an et 8 mois, c'est pas 1 mois, c'est pas 8 mois. Donc, moi, je suis curieuse de savoir comment est-ce que vous en arrivez à trouver les mots qu'il faut pour parler à ces victimes-là. Est-ce que, entre-temps, vous vous formez avec les psychologues ou bien comment en arriver à ouvrir les yeux de quelqu'un sur sa réalité? On se forme, c'est-à-dire on rencontre souvent les psychologues qui vous apprennent quels mots utiliser, quels mots ne pas utiliser. Mais moi, j'ai eu une longue expérience de terrain de ces questions-là, ce qui fait que d'office, je trouve les mots. En plus, t'as juste qu'à faire prendre conscience à la personne de sa situation. Et récemment, j'ai fait une formation sur le genre et le développement. Et donc, moi, je suis outillée. En fait, les structures, les organisations qui travaillent dans ce domaine sont outillées. Et quand tu travailles avec ces organisations, justement, tu acquiers de l'expérience. Aujourd'hui, le collectif Non c'est Non sert de tampon. Nous, on n'intervient plus directement parce que émotionnellement, je ne suis plus outillée. J'ai atteint un niveau, je ne peux pas. Mes autres collègues, ce qu'on fait, c'est que quand on reçoit un cas, on analyse le cas ensemble et on décide à quelle association ou vers quelle organisation envoyer cette personne
Mais je reste quand même le point focal, je fais le suivi, je demande telle personne qu'on vous a envoyée, où est-ce qu'elle en est, je vais en visite, je vais voir cette personne, etc. Mais il y a des femmes même qui viennent parce qu'elles sont conscientes qu'elles sont victimes de violences, qu'elles n'acceptent pas, elles disent non, je ne suis pas d'accord, elles se lèvent et elles viennent. Et donc, il y a des gens qui ont normalisé la violence, mais il y a des gens qui ne l'acceptent pas non plus. Est-ce qu'il y a des personnes qui arrivent elles-mêmes parce qu'elles sont conscientes qu'elles sont dans une situation qui n'est pas normale, mais qui après se rétractent? 90% ont envie de se rétracter tout le temps quand elles viennent. Est-ce qu'elles se rendent compte que le combat va être rude? Non, quand tu expliques le process, par exemple, même le process pour un viol, par exemple, est super complexe et éprouvant pour la victime. Quand tu es violé, instant sensibilisation, quand tu es violé ou quand tu subis une agression sexuelle, tu ne te laves pas, par exemple. Quand on t'a violé, quand tu te lèves, ça veut dire que tu ne te laves pas. Ça veut dire que tu portes sur toi les stigmates de ton viol. Oui. Dans cette condition-là, tu dois aller à la Alors que police. tu as juste envie de te laver, de te gratter le corps. Oui. Avec ça, tu vas à la police d'abord. Tu ne vas pas à l'hôpital, hein, tu vas à la police. La police te émet une réquisition avec l'ordre d'un procureur, comme quoi tu dois aller à l'hôpital. Quand tu vas à l'hôpital, tu ne vas pas chez n'importe quel médecin. Il y a des médecins spécialistes et c'est ce médecin spécialiste-là qui te fait un PV, qui constate le viol. Wow. Donc, s'il n'est pas là, tu restes comme ça. Attends. Wow. Si c'est à 2 h du matin, ça veut dire que tu dois rester comme ça. Tu ne dois pas te laver. Même si tu es chez toi, tu dois revenir le matin avec ça sur toi. Et c'est éprouvant. N'oublie pas les questions qu'on te pose à la police. Aujourd'hui, de plus en plus de policiers sont formés. Mais avant, c'est qu'est-ce que tu faisais là-bas? Comment tu étais habillé? Tu ne voulais pas, tu allais faire quoi là-bas? Est-ce que tu as crié? Exactement. Et tu vois, tu finis, tu vas à la gendarmerie, à l'hôpital. On te fait un PV, on fait les constats. Et n'oublie pas que devant ton propre gynéco, ce n'est pas facile d'ouvrir les jambes. Donc, encore moins devant un inconnu, tu dois ouvrir les jambes, tu dois montrer les preuves. Si il y a même agression physique qui accompagne, tu dois montrer les preuves. Et derrière, le gars va te poser des questions, il va te poser des questions, il va faire un PV. C'est seulement à ce moment-là que tu dois aller te laver. Après avoir fini cette étape, que tu vas aller te laver. Il faut être aguerri déjà en avance, pour savoir que c'est cette procédure qu'il faut faire. Exactement. Parce que justement, quand si tu n'es pas au courant, bah, tu te lèves, tu vas te laver, tu n'as envie de voir personne, même en parler, il y a des gens qui prennent des jours. Et des gens prennent des jours et la plupart des preuves ont disparu. Wow. Et c'est là-bas qu'un autre débat commence. Et justement, j'allais demander, et si justement la personne a pris des jours, peut-être même des mois, ou c'est après des années que la personne a maintenant envie ce sera ta parole contre la sienne. Tout simplement. Il n'y a pas de preuve, ce sera ta parole contre la sienne. Wow. À moins que tu as accumulé des preuves, tu as échangé avec la personne et qu'elle ait réussi dans les messages à confesser ce truc, mais c'est toi qui dois amener les preuves. C'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est toi qui dois prouver que j'ai été agressée. C'est pour ça que la plupart du temps, les gens préfèrent Wajratanamea à un moment donné que de vraiment faire un process. Genre atteindre l'image de la personne. Oui, que d'aller vers un procès parce que la justice togolaise ne traite pas. C'est-à-dire, supposons que tu es voisin, ou quoi même il est pas, la personne te viole. Tu vas porter à la police, tu fais tout ce processus. Ton affaire peut durer 5 ans à la justice togolaise. Et donc, tu es obligé de subir ton voisin chaque jour. C'est-à-dire, tu sors le gars qui t'a violé, tu regardes sa tête tous les jours. Ou le gars qui t'a agressé sexuellement, tu regardes sa tête tous les jours. À un moment donné, il y a des victimes qui craquent. J'imagine que c'est un collègue de boulot, par exemple. Exactement. Un collègue et tu es encore obligé de et au bureau, personne ne t'a cru, je précise. Oui. Parce que dans certains cas, personne ne te croit. Généralement, moi, ça m'est déjà arrivé. Quand j'étais au lycée, un camarade de lycée a abusé de moi. Et dans tout le cercle d'amis qu'on était, ils n'ont pas cru. Jusqu'à ce qu'un jour, près de 10 ans après, j'ai pété un câble. Un jour, on s'est encore retrouvés. L'autre n'était plus là. Il est mort. Je ne le plains pas.
désolé, il ne faut pas que ça choque quelqu'un. Je ne vais pas le plaindre, il n'est pas à plaindre. Et on soit encore en groupe en train de parler et quelqu'un ramène oh, comme on était avant. Je dis, mais pourquoi il vous ment? Ce gars, ça rend une saloperie. Le gars me dit, non, toi, Marthe, c'est toujours toi qui te la ramène. Je dis, what? Et puis j'ai gueulé, ça a calmé tout le monde. Et on nous dit, non, raconte-nous exactement ce qui s'est passé. C'est quand j'ai fini, on me dit, non, c'est pas ce qu'il nous a dit. Quand on est parti des devoirs, il a dit que tu as fait ci, tu es venu chez lui, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Alors qu'on n'était même pas chez lui. C'est ça le pire, on était chez un autre camarade. Et c'est dur en fait. C'est dur à chaque étape, c'est dur partout de voir, de vivre et de subir ça. Et quand tu n'es pas émotionnellement préparé, tu vois une victime qui vient, non, je retire ma plainte parce que je ne veux plus avoir affaire à celui-là. Parce que quand vous arrivez à la justice te met là, on le met là, et le gars te regarde dans les yeux en train de mentir. Après, il y a des gens qui intimident aussi des Exactement, victimes. Qui intimident, sans oublier que toute sa famille est venue te demander pardon de la plus mauvaise des manières. Non. Et on dit aujourd'hui aux victimes, le pardon ne répare pas, c'est la justice qui répare. Sauf que quand tu vas à cette justice où tu dois mettre 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans avant d'obtenir réparation, à un moment donné, les gens se fatiguent. À un moment donné, la justice appelle les gens, c'est pour telle affaire, la personne dit non, je ne veux plus, ça ne me regarde plus. C'est très dur. Hein. Ah oui, et on vous raconte ce genre d'histoire, on va dire, tous les jours, franchement. La charge émotionnelle, j'imagine ce que c'est. C'est un thème vraiment, si on veut s'étaler là-dessus, on va pas finir l'émission du jour. Donc, on a des commentaires de quelques-uns de nos amis. Déjà, il y a Fanuela, à qui on fait coucou, qui est connecté, qui n'arrête de taguer des amis à venir sur l'émission. Merci beaucoup. Partagez le direct, comme on dit. Coucou à Cyril Amétépé, qui a même commenté en disant devant même le mari, ce n'est pas facile d'ouvrir les jambes. J'imagine ce que les victimes traversent, honte à ceux qui posent de tels actes envers les femmes. Coucou Cyril. Donc, c'est vraiment éprouvant pour ces victimes-là. On ne peut que dire courage et surtout, je manque même de mots parce que quand j'imagine ce qu'endurent les activistes, ceux et celles-là qui portent la voix de ces personnes vulnérables, franchement, de ces victimes-là, chapeau. Hein. En tout cas, non, mais le pire, c'est que parfois, quand ça fait écho chez toi, c'est ça le pire. En fait, tu écoutes la personne et ça résonne avec ta propre histoire. Tu regardes la personne. Aujourd'hui, je suis aguerrie. Je ne suis plus. Je ne suis plus à la première, à mes premières gestions de ces genres d'affaires. Mais tu écoutes la personne et puis tu souris. Parfois, ça blesse la personne que tu as en face de toi. Alors que tu es juste en train, toi-même, de dédramatiser tout ce qui t'est arrivé à toi et tout ce qui te traverse pendant que tu l'écoutes. Exactement. Mais j'aimerais savoir, est-ce que la plupart de ces cas, ça arrive avec des femmes instruites ou non instruites, la plupart du temps? Il n'y a pas de femme qui est épargnée. Justement, il y a des femmes qui sont victimes de harcèlement au bureau. Je vais même te dire, c'est un célèbre cas qu'on a traité, le cas d'une docteure. C'est une jeune dame, elle est généraliste au Bénin, elle est venue au Togo pour faire des études et c'est un gars qui a failli la tuer. Un médecin comme elle qui a failli la tuer. Oui. Et on en a traité au collectif, on en a parlé publiquement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... Personne n'est épargné. Personne n'est épargné, c'est tout le monde. Non, c'est pas dans les villages, c'est aussi dans les villes. Parce que cette jeune fille a failli mourir. Cette jeune fille a failli mourir. Là, dans ce cas, c'était pas une violence sexuelle, mais c'était beaucoup plus une violence faite aux femmes. Le gars l'a avorté de force. Le gars comment l'appelle-t-on? Le gars, aidé d'une de ses amies, lui a mis des doses létales d'anesthésie et l'a avorté. Parce que le gars
avait peur pour sa femme à la maison, alors que quand il sortait avec... ils sont tous deux médecins, la jeune fille est interne, et lui, il est déjà médecin confirmé avec une clinique à Lomé, une célèbre clinique à Lomé. En plus. Et donc, il a peur pour sa réputation. Il a peur déjà. pour sa réputation. Il paraît que c'est Agonugla les Tchotchis. Donc, il a peur pour sa réputation et tout. Et donc, aidé d'une de ses sœurs, ils se sont rendus chez la jeune dame. Ils l'ont endormie avec de grandes doses d'anesthésie jusqu'à des doses mortelles. Ils lui ont... il a fait une opération d'avortement sur elle dans son appartement. Et il l'a laissée sur place et il est parti. Et c'est ce que je dis, la justice togolaise. Il a fait quoi? Peut-être, je crois, un an de prison. Et puis après, il s'est retrouvé libre. Et ce n'est pas fini. L'ordre des médecins ne lui a rien dit. Il n'est pas suspendu? Non, il n'est pas suspendu. C'est une femme. Elle pouvait mourir. Ça ne sert à rien. Wow. C'est